Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Le Code du tourisme fixe les règles de l'Organisation générale du tourisme, des activités et professions du tourisme, par exemple les agences de voyage. Il fixe aussi les règles pour les équipements et les aménagements, accès aux espaces touristiques, autorisation d'exploitation d'un établissement hôtelier ou d'un terrain de camping. Alors c'est pas forcément le genre de livre qu'on va emmener en vacances. Le langage utilisé n'est pas forcément facile à comprendre, mais ceci dit, nul n'est censé ignorer la loi. Chaque mois, avec Chloé Rezlan, avocate au barreau de Paris, en droit du tourisme, nous allons aborder des sujets importants pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques ou vos suggestions sur la page du podcast expérientiel sur LinkedIn. Et puis, sans attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme au contact de la nature pour prendre le temps de découvrir le sujet du jour pour un tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Chloé, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver. Bonjour François, et oui, ça faisait longtemps. Ouais, t'as passé un bel été ? Un très bel été, contente de reprendre nos petits épisodes mensuels. Dis-moi, il y a eu un petit changement professionnel, tu veux nous en parler ? Oui, avec plaisir. Je m'y attendais pas, dis donc. Tout à fait. Je suis très heureuse, toi tu le sais déjà, mais d'annoncer à nos auditeurs du coup la création du cabinet Adeona Avocat, qui est un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit du tourisme et notamment dans l'accompagnement des professionnels du tourisme et des loisirs. Voilà, donc je l'ai cofondé avec mon associée Laura Ballester, qui elle exerce en droit du travail. L'idée c'est qu'on vous accompagne à 360 degrés, vraiment dans toutes vos problématiques juridiques. Et on est très contente et ravie de commencer cette expérience, continuer à vous accompagner finalement et le faire peut-être un peu différemment à notre manière. Voilà. Tout est sur notre site, c'est notre nouveau site qu'on adore et donc je vous invite à consulter. Alors c'est quoi son adresse ? C'est www.adeona-avocat au pluriel.com. Super. Et ça veut dire quoi, Adeona ? Ça c'est la question. Je savais pas si on me la poserait beaucoup et finalement on me la pose pas mal. Eh bien, figure-toi François que Adeona, c'était la déesse romaine qui veillait sur les voyageurs. Et alors, sans prétention aucune, nous on essaye de veiller sur les professionnels du tourisme. On ne dit pas qu'on est des déesses, ce serait quand même un petit peu mégalo, mais l'objectif c'est ça, c'est de veiller sur les professionnels du tourisme. Alors on s'est inspiré un petit peu d'Adeona. Superbe, très joli, très joli. Merci. Je vous souhaite plein de belles choses, de belles réussites. Je suis sûr que vous allez faire un travail d'enfer à nous accompagner, nous les professionnels du tourisme, dans nos démarches. En tout cas, on va y mettre toute notre énergie, ça c'est sûr. Je n'en doute pas. Bon, on va revenir au sujet du jour. Eh oui. Qui est extrêmement important. Oui. Aujourd'hui, on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour diverses raisons, pour mettre en avant son image, ses compétences, dans certains cas sur l'aspect privé, même sa vie, ce qu'on fait, etc. On veut partager les endroits où on va, etc. Mais c'est aussi utilisé par les professionnels. Énormément, de plus en plus, ouais. Ouais, pour mettre en avant leur démarche, leur marque, leurs activités, etc. Et dans certains cas, ça va même plus loin, c'est-à-dire que c'est pas juste de la promotion, mais on a aussi de la commercialisation. Oui, tout à fait. Et je suis pas sûr que nous connaissions vraiment les règles du jeu.
comment ça marche, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas faire. Alors, tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi les règles du jeu? Alors, les règles du jeu, il y en a pas mal finalement, et on voit qu'il y en a beaucoup qui s'en affranchissent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on a un peu l'impression, alors de moins en moins, que c'est un espace où le droit s'applique pas trop, hein. C'est virtuel, donc on peut se permettre plus de choses, et à la fois les personnes privées, hein, dans leur cadre privé, mais aussi les professionnels, souvent s'en affranchissent, et généralement par méconnaissance des règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une volonté de faire n'importe quoi, mais plutôt de dire Facebook c'est pas pareil que mon site internet, Instagram c'est pas la même chose que vendre en boutique, donc c'est pas les mêmes règles. Et effectivement c'est pas forcément les mêmes règles, mais il y en a quand même pas mal. Donc quand on veut commercialiser sur les réseaux sociaux, déjà faut voir ce que veut dire commercialiser. Il y a pas très longtemps, il y a eu comme ça une histoire qui a un peu défrayé la chronique il y a quelques semaines, d'un agent de voyage, et alors les auditeurs le voient pas, mais je mets des guillemets avec mes mains et mes doigts, un agent de voyage qui n'en était pas vraiment un, pas immatriculé, qui vendait des séjours de rêve à prix cassé sur Instagram et sur TikTok. Alors j'avoue que moi je sais pas encore comment on vend sur TikTok, je suis pas encore hyper pro de ce réseau-là, mais en tout cas sur Instagram notamment. Et puis en fait, c'était bien huilé puisqu'il vendait ses séjours d'abord à des influenceurs avec un gros réseau. Et puis une fois qu'il avait des super retours de ces influenceurs-là, évidemment il y avait de plus en plus de clientèle, puisque ça marche très très bien, vendre via l'influence, qui était intéressé et qui a acheté ces séjours. Sauf que derrière, ils ont payé et puis plus de son, plus d'image. Le monsieur, il les a pas du tout fait partir, il a pas du tout réservé les séjours, et il n'y a plus de nouvelles. Donc c'est une arnaque, ça c'est encore autre chose, c'est même pénal. Je veux dire, on va pas ici aujourd'hui parler d'arnaque, je vais pas vous dire n'arnaquez pas vos clients, bien évidemment, mais en tout cas on voit qu'il y a des pratiques qui sont fort douteuses, et donc c'est aussi important, je pense, de rassurer vos clients. Aujourd'hui, quand on utilise les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de cas d'arnaque comme ça qui sont dénoncés, et donc il faut jouer avec les règles et rassurer vos clients là-dessus. C'est peut-être aussi, encore une fois, comment on peut utiliser le droit et le juridique au service de votre business. Essayons de faire les choses proprement. Alors les règles, puisque c'est ça que tu voulais savoir, quelles sont-elles? Les règles, c'est des règles similaires à celles qu'on applique quand on vend sur un site internet. Il n'y a pas aujourd'hui de grosses différences Instagram versus site internet. C'est ce qu'on appelle de la vente à distance. La vente à distance, c'est tout simplement la vente quand on n'est pas en présence physique du consommateur, du client. Et donc, de ce fait, on a une protection accrue du client et du consommateur. Il n'est pas là, on peut pas tout lui expliquer, donc il faut lui donner un certain nombre d'informations. C'est pas interdit de commercialiser sur les réseaux sociaux, c'est évidemment pas interdit de commercialiser en ligne, mais on doit respecter certaines règles et donner des garanties aux clients. C'est quoi ces garanties? C'est l'information précontractuelle. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais on va quand même revenir dessus. C'est quoi l'information précontractuelle de base à fournir? C'est les principales caractéristiques du service ou du produit qu'on vend. C'est qu'est-ce qu'on vend, il suffit pas de dire je vends un séjour ou je vends des nuitées. C'est quoi comme type de chambre, c'est quoi les services qui sont compris et pas compris dans le contrat, c'est quoi l'identité du vendeur, donc qui vend, sa dénomination sociale, qui est pas forcément la même chose que sa marque, son numéro de SIRET. Il faut que le client il soit en mesure d'identifier qui vend. Il faut qu'il puisse aller sur Infogreffe et se dire ok, cette société elle existe, elle commercialise, elle n'a pas fermé il y a 5 ans, donc il faut son SIRET. C'est quoi le prix, est-ce qu'il y a une possibilité pour le client de se rétracter, puisque quand on vend à distance, de fait, le client il a le droit de changer d'avis, de se rétracter pendant 14 jours. Pas dans tous les cas. Donc par exemple, c'est pas le cas quand on vend un service avec une date d'exécution précise, ou en tout cas une date de validité. Donc typiquement, dans le tourisme, la plupart du temps, il n'y a pas de droit de rétractation. Quand je vends un séjour du 15 octobre au 18 octobre, on a des dates qui sont précises, donc du coup, il n'y a pas de droit de rétractation. Le client n'a pas le droit de dire « je change d'avis dans les 14 jours ». Mais pour ça, il faut lui dire. Voilà, donc ça fait partie des informations qu'on est obligé de transmettre. Et alors, si on va même plus loin, quand on est
assimilé à agent de voyage, ou en tout cas que le code du tourisme s'applique. Donc ça peut être vrai pour des offices de tourisme, ça peut être vrai pour des hôtels qui sont immatriculés, ça peut être vrai pour des agences de voyage, des tours opérateurs, des startups. Dès lors qu'on vend des services touristiques qu'on produit pas soi-même ou des forfaits, pareil, on en a parlé dans un épisode sur l'immatriculation, donc j'invite ceux qui ne l'ont pas écouté à aller l'écouter plus en détail, mais à partir du moment où on doit s'immatriculer et qu'on est assimilé à agent de voyage, on a une information précontractuelle plus importante encore. Donc il faut indiquer les visites qui sont comprises, les modalités de paiement, les informations sur les visas, les passeports, les vaccins pour franchir des frontières s'il y a des frontières qui sont franchies. Voilà, donc ça commence à faire beaucoup d'informations. Donc je sais pas si tu imagines le nombre de stories Instagram qu'il faut faire, mais c'est un paquet. Et surtout, c'est des informations qui sont propres à chaque client. Le prix va pas être le même pour chaque client, ils vont pas forcément acheter la même chose. La question du franchissement des frontières et des visas et des passeports et des vaccins va pas être la même en fonction de la destination, ça va pas être la même en fonction des clients. Est-ce qu'il y a des gens majeurs, mineurs? Est-ce qu'il y a des personnes à mobilité réduite? Enfin, je veux dire, l'information, elle est quand même un petit peu sur mesure. Donc ça devient difficile de tout mettre dans un post Instagram ou Facebook ou TikTok ou dans un réel. Donc, ouais, tout à fait. pas... Alors, comment tu fais? Pour moi, la bonne utilisation et les bonnes pratiques des réseaux sociaux, c'est vraiment de se servir du réseau social comme finalement une manière d'attirer les clients, de présenter ses produits de manière loyale évidemment, donc d'expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, c'est quoi ses atouts, de venir mettre en avant des produits qu'on propose. Et puis, beaucoup de marques le font, de rediriger le client vers son site internet pour conclure la vente. Parce que de cette manière-là, la vente, elle est conclue sur internet, sur le site internet, avec un accès et une acceptation des conditions générales de vente, avec un accès aux mentions légales qui ont toutes les informations, obligatoires qui doivent être transmises aux clients, notamment l'identité de la structure. Pour les professionnels du tourisme qui sont immatriculés, vous devez aussi transmettre votre numéro d'identification à tout France, votre garant financier et ses coordonnées, votre assureur responsabilité civile professionnelle et ses coordonnées. Donc tout ça, c'est sur votre site, c'est dans vos mentions légales, c'est dans vos CGV. Donc du coup, en renvoyant vers votre site internet qui doit être conforme évidemment, vous permettez aux clients d'avoir accès à cette information-là, sans avoir à tout remettre partout sur vos stories, vos posts, etc. Donc la bonne option, c'est ça. C'est pas de commercialiser directement sur Instagram, en fait. Donc, plus ou moins, c'est protéger le client et se protéger soi-même, mais aussi avoir un gain d'efficience de ne pas recopier ou refaire les choses plusieurs fois. Exactement. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est ne pas venir alourdir finalement sa proposition commerciale sur les réseaux sociaux parce qu'on sait bien que ce soit l'algorithme, que je ne comprends pas et que peu de gens comprennent, c'est un métier, mais que ce soit l'algorithme des réseaux sociaux qui va pas forcément apprécier qu'il y ait 50 000 mentions légales ou même l'utilisateur en fait, qui a pas envie d'avoir 8 stories ou 8 posts relatifs aux mentions légales, mais qui a quand même besoin d'être assuré. Donc, on trouve toujours cette histoire de balance et d'équilibre entre le business et le droit. Et donc, on va permettre aux clients de découvrir ce qu'on fait sous un angle un petit peu sympa, attrayant, et en même temps, lui apporter toutes les garanties en redirigeant vers le site internet pour pouvoir commercialiser. En faisant cette passerelle-là et en donnant du coup toutes les garanties et en respectant toutes les règles. Dans la commercialisation aussi, il y a d'autres possibilités. C'est aussi ces fameux jeux concours. Ouais, tout à fait. On les voit beaucoup, les jeux concours. On en voit tous les jours. Moi, dès que j'ouvre Instagram ou Facebook, je vois des jeux concours. C'est beaucoup utilisé parce que ça attire du monde. Ça attire du monde sur sa page. Ça engage beaucoup sa communauté. Donc, on aime tous avoir des cadeaux. Donc, ça marche très très bien. Mais les concours promotionnels, ils doivent respecter des règles aussi. Donc, ça permet de renforcer sa notoriété, d'améliorer son image. C'est très bien d'en faire. Mais toujours pareil, il y a des règles en fait. Dans tout ce qu'on fait, il y a des règles. C'est comme ça. La société, elle est régulée. Et donc, c'est important de respecter à la fois la réglementation française, les lois, mais aussi, et ça, les utilisateurs des réseaux l'ignorent trop souvent, les règlements des réseaux sociaux.
Hein, chaque réseau social a son règlement intérieur, sa manière de fonctionner, ses règles. Donc Facebook a un règlement intérieur, Instagram en a un, TikTok en a un. Et les règles pour réaliser ce genre de concours, de jeux concours ou loteries promotionnelles comme ça, doivent respecter ces règles-là. Au risque, sinon, de se faire bannir, de se faire suspendre son compte, voire supprimer. Donc ça peut être des conséquences, j'allais dire dramatiques. En fait, il y a quand même des professionnels qui travaillent sur leur compte, leur réputation, leur image, leur contenu depuis des années. Donc venir se faire suspendre son compte, ça peut être dramatique quand c'est son mode numéro 1 d'acquisition client. Donc il faut faire quand même très attention. Donc alors, les loteries, la loterie de manière générale, c'est une pratique commerciale qui est réglementée. On n'a pas le droit de proposer des concours qui soient vraiment des jeux de hasard. Hein. Le hasard qui détermine 100% le gagnant, c'est interdit. C'est comme les jeux d'argent, c'est extrêmement régulé. Les jeux concours sont légaux. Alors avant, il y avait plusieurs obligations, notamment il fallait qu'il y ait une obligation d'achat. Aujourd'hui, l'obligation d'achat, elle a disparu depuis 2014. Mais il faut que ces jeux concours ne soient pas déloyaux. Alors, c'est quoi déloyal ? Tu vois, qu'est-ce que c'est un concours loyal ? Finalement, la loyauté, c'est respecter le consommateur. Mais c'est quoi respecter le consommateur ? Donc, du coup, il faut que les lots, évidemment, soient licites. Hein. On ne fait pas gagner du cannabis, par exemple. Bon, ça va de soi. A priori, là, dans les jeux concours, on va faire gagner 1 ou 2 nuitées à l'hôtel, on va faire gagner un séjour, on va faire gagner peut-être des visites à l'office de tourisme. Voilà, donc il n'y a pas trop de problème normalement sur la licéité, la légalité des lots. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Mais pour s'assurer de la loyauté d'un jeu concours, le plus simple, ça reste de faire un règlement du concours. Normalement, quand on est précautionneux, on rédige un règlement du jeu concours clair qui détaille les coûts à la charge du consommateur, parce que toujours pareil, je fais gagner un séjour. Dans le séjour, il y a des choses qui sont comprises et des choses qui ne sont pas comprises. D'accord ? Peut-être que le transport n'est pas compris. Oui, on a besoin de clarté. On a besoin de clarté. Il faut dire aux consommateurs et aux futurs gagnants potentiels, nous on vous offre ça, mais les dépenses personnelles, elles sont pas comprises. Il y a un soin en spa, mais c'est un soin de 50 minutes et c'est tel ou tel soin et c'est pas n'importe quel soin sur la carte. Qu'est-ce qu'on permet de gagner et quels sont les frais à la charge du client ? Est-ce que le petit déjeuner il est compris, il est pas compris ? Est-ce que c'est de la demi-pension ? Est-ce qu'il a de quoi se restaurer sur place ? Voilà, il faut être clair sur les coûts à la charge du consommateur. Il faut être clair sur le fait de savoir s'il y a une obligation d'achat ou pas pour participer au concours. Évidemment sur l'identification de l'organisateur, la date de validité. Est-ce qu'il peut choisir la date des nuitées ? Est-ce que c'est des dates prédéterminées ? Est-ce qu'il peut les changer ? Si finalement il n'est pas disponible, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a ou est-ce qu'il y a quand même une forme de souplesse ? C'est quoi la méthode de désignation des gagnants ? Est-ce qu'il y a des actions du type, alors liker généralement, ça il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il faut taguer des amis ou pas ? Alors ça c'est interdit par beaucoup de règlements, donc soyez vigilants. C'est quoi les profils des personnes autorisées ? Est-ce que les mineurs peuvent participer ? Est-ce qu'il faut être majeur ? Est-ce qu'il y a des prérequis ? Comment on annonce les gagnants ? Quand est-ce qu'on annonce les gagnants ? Qu'est-ce qu'on fait des données personnelles ? Parce que du coup, il y a des données qui vont être échangées. Le gagnant, il va être contacté. Il va peut-être donner son adresse. Il va peut-être donner son adresse mail. Il va peut-être donner son numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'on fait de ces données personnelles qui sont collectées ? Donc, tu vois, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc là encore, c'est difficile de mettre tout ça dans un post. Donc le plus simple, ça reste de rédiger un règlement intérieur et de le mettre à la libre disposition des participants. Donc on peut mettre un lien dans sa bio par exemple, on peut mettre un lien dans le post pour que tous les participants puissent prendre connaissance de ce règlement concours et dans ce cas-là, il y aura a priori moins de contestations possibles sur la loyauté si les choses sont faites proprement. Et ce jeu concours, il faut savoir qu'il est recommandé de le déposer auprès d'un huissier, mais que ce n'est pas obligatoire. Voilà. Parce qu'en fait, ça va venir authentifier ce qu'il y a dedans. Ça donne une valeur juridique plus importante à ce règlement. Certains le font, beaucoup ne le font pas, mais à minima, quand même rédiger un règlement intérieur. Et je vais même plus loin, c'est-à-dire qu'au-delà de la question de la loyauté et de la protection du consommateur, ça vous permet à vous, professionnels vendeurs, de déterminer vos règles.
C'est-à-dire que ça permet, c'est toujours pareil, de se poser 5 minutes et de dire ok, bah moi j'ai bien envie de commencer à mettre en place des règlements concours, des loteries concours, des jeux concours. Comment je fais, qu'est-ce que je fais gagner, comment j'ai envie de fonctionner. Ça permet aussi de déterminer les règles en amont et donc c'est toujours bien de le consigner par écrit. Voilà. Alors, dans d'autres cas aussi, il y a ceux qui font appel à des influenceurs. Oui. Et il y en a en tout genre. Hein. Oui, ça marche très bien. Oui, ça marche très bien. Mais est-ce que là aussi, justement, il y a des règles à suivre pour se protéger personnellement déjà ou professionnellement, puis protéger aussi le consommateur? Oui, alors en fait, c'est toujours pareil. L'influence, c'est un métier qui est plus ou moins récent, parce qu'il y en a qui y sont depuis un certain temps, c'est juste qu'on n'appelait pas ça comme ça. Et on a des influenceurs spécialisés voyage, d'autres qui sont pas du tout spécialisés voyage et finalement c'est pas du tout enfin on peut targeter en tant que professionnel les deux, pas parce qu'on est dans le tourisme qu'on a forcément besoin d'un influenceur voyage d'ailleurs. Et donc effectivement faire découvrir ces services, ces produits à des influenceurs qui vont les relayer auprès de leur communauté, c'est aujourd'hui un mode de publicité qui est extrêmement plébiscité, qui fonctionne très bien, notamment sur une tranche de la génération. Enfin voilà, moi je suis pas conseil en développement de marque, mais je vois bien que ça marche. En tout cas, ça marche aussi sur moi. Mais il y a des règles, évidemment qu'il y a des règles. Parce que ça reste un contrat de prestation de service entre deux personnes avec des questions de droit à l'image et de propriété intellectuelle. Donc, on est sur des contrats même peut-être plus complexes que le contrat avec son prestataire de service. Qui va peut-être, je dirais, avec un guide pour un office de tourisme ou une relation entre un hôtelier et une agence de voyage, bah, finalement, c'est pas différent avec un influenceur. Et encore une fois, comme on est sur ces réseaux sociaux, et qu'on a l'impression que c'est une zone un peu de non-droit et beaucoup plus libre, moi je constate que la plupart du temps, il n'y a absolument rien d'écrit. Rien, il n'y a pas de contrat. C'est je te donne 2 nuitées gratuites à l'hôtel, mais tu me fais des stories Instagram. Bon, ok. Et ça se passe comme ça. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal. Et moi j'ai vu des cas où ça se passait pas très bien, ça commence. Parce qu'en fait, on va prendre un exemple. Je peux être un office de tourisme ou une agence de voyage ou un hôtelier, peu importe. Je contractualise pas avec un influenceur, mais on se met d'accord juste sur le fait qu'il va faire, 5 stories et un post sur mon établissement ou sur la prestation que je propose. Il va le faire. Et puis moi, je vais reposter. Évidemment, je suis professionnelle, je l'ai payé pour qu'il crée du contenu. Donc je vais aussi m'en servir sur mon propre réseau, mon propre compte. Ça semble logique. Mais pourtant, juridiquement, ça marche pas. Parce que juridiquement, l'influenceur, il n'a pas forcément donné les droits sur ses photos. Et il est à la fois auteur, donc il a un droit moral sur l'œuvre, et il est aussi, il a aussi un droit patrimonial sur son œuvre, donc financier. Et il l'a pas revendu ce droit. Il l'a pas cédé. Donc si il m'a pas cédé à moi, professionnel du tourisme, ses droits pour reposter et utiliser l'image, je n'ai pas le droit d'utiliser l'image. Même si je l'ai payé pour faire cette image. Donc c'est quand même très important d'avoir conscience de ça. Alors après il y a des conditions, c'est-à-dire qu'il faut que la photo ce soit une œuvre, c'est pas une photo d'une assiette qui a aucun parti pris artistique, aucune mise en scène, ce sera pas forcément une œuvre protégée, mais la plupart du temps les photos ce sont des œuvres protégées. Donc si je veux pouvoir m'en servir comme bon me semble, il faut que j'ai les droits sur cette image. Et pour ça, il faut que j'ai signé un contrat, ou en tout cas une clause de cession de droit. Et ça peut être pour une durée déterminée, ça peut être que pour une partie des photos. J'ai vu des cas où l'influenceur il disait je suis d'accord pour que le professionnel du tourisme utilise mes photos, mais pas celles où je suis moi. C'est-à-dire on n'a pas le droit de me voir. Mais toutes les autres, photos de paysage, photos de chambre, photos des plats, c'est ok. Donc on peut totalement faire sur mesure, on peut déterminer ensemble ce qui est acceptable ou pas, mais il faut se mettre d'accord là-dessus. Donc faut avoir conscience que c'est pas parce qu'on paye un influenceur pour créer du contenu qu'on est libre de réutiliser ce contenu à volonté. Voilà. Et ça permet d'éviter de se retrouver une semaine ou 2 semaines après avec des demandes de paiement de 2 000, 5 000, 10 000, 30 000 euros pour avoir juste reposté une image qu'on pensait avoir payée. Parce qu'en fait, souvent, c'est de bonne foi.
c'est un échange de bons procédés ou je l'ai payé pour créer du contenu. Mais en fait, on n'a pas les droits. C'est quand même dommage. Oui, c'est dommage. Et puis, c'est vrai que ces réseaux sociaux, tu l'as très bien dit, sont considérés comme des lieux de non-droit et faciles. Ou de tous les droits. Enfin, je sais pas trop, mais Oui, tout à fait. Tout est possible sur les réseaux tout est sociaux. possible. Et on a tendance à oublier que derrière, eh bien, il y a quand même des règles, des lois, et qu'il est important que quand on développe une stratégie commerciale et qu'on veut utiliser les réseaux sociaux, de bien planifier et comprendre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire et comment se protéger. C'est ça. Si je veux justement avoir plus d'informations, me renseigner sur quels sont les besoins peut-être plus en profondeur qu'on n'a peut-être pas abordés aujourd'hui, je vais où, je fais quoi? Alors, il y a quand même pas mal de sujets différents. Mais déjà, donc, pour ce qui est de la commercialisation en ligne, c'est les mêmes règles que quand on fait du e-commerce de manière générale, donc sur un site internet. Donc vous avez toujours des très bons articles publics. Donc en fait, quand vous tapez, je vais le tenter en direct, mais si je mets commercialisation, réseaux sociaux sur Google, normalement, j'arrive sur... alors je regarde, bah voilà, ça marche pas forcément. Réseaux sociaux, ça marche pas, mais si je mets Internet, vous aurez les mêmes règles. On évite toujours les Wikipédia, les sites qui sont pas vraiment officiels. On essaye de prendre les sites gouvernement, donc .gouv.fr, toujours, d'accord, parce qu'on a vraiment du contenu qui est actualisé régulièrement, donc toujours regarder la date d'actualisation. Donc là, on a pas mal d'articles sur la commercialisation en ligne, sur les obligations précontractuelles d'information. Après, sur ce qui est des jeux concours, là c'est un peu plus délicat, mais déjà, commencez par aller regarder les règlements qui sont accessibles sur tous les réseaux sociaux, évidemment, de chaque réseau social pour être sûr de pas faire de bêtises quand on publie. Pensez à essayer de rédiger un règlement intérieur. Donc, il y a peut-être des modèles qui sont en ligne. De toutes les manières, c'est un document qui est assez libre, donc en fait vous pouvez vous inspirer de ce qui existe déjà et puis essayer de dire bon bah moi concrètement qu'est-ce que j'ai envie de mettre dedans, toujours revenir à soi et à son activité et à ses spécificités. Et puis sur l'influence, bon bah il y a de plus en plus de développement sur l'influence, mais malheureusement on a, à ma connaissance, pas encore beaucoup de textes précis, en tout cas pour régir les relations entre professionnels et l'influence. Après, les influenceurs, ils ont des obligations aussi. Donc, il y a ça, c'est veiller à ce que quand on est sur un partenariat rémunéré, ils doivent le dire, les influenceurs. Ça, c'est de la publicité. Maintenant, c'est obligatoire. Donc, on commence à voir cette sphère de l'influence et des réseaux sociaux qui est de plus en plus réglementée. Donc, dans le contrat avec l'influenceur, il faut évidemment le responsabiliser et lui dire de respecter les règles en la matière. Donc de dire que c'est un partenariat rémunéré par exemple. Voilà, mais c'est vrai que malheureusement sur ce point, on n'a pas encore vraiment la Bible de comment utiliser les réseaux sociaux avec des textes qui sont nombreux, clairs, consignés au même endroit. Ça, on n'a pas encore. Donc on y va un peu à tâtons. C'est pour ça qu'on fait ce podcast, François. C'est pour essayer de guider nos auditeurs dans cette jungle un peu des réseaux et des textes qui peuvent éventuellement s'appliquer. Mais en tout cas, je pense que, comme toujours, le prérequis, c'est s'interroger avant de faire quelque chose. C'est vraiment se dire, ok, là, je m'apprête à développer un peu mes réseaux, créer du contenu, faire des partenariats. C'est jamais neutre, ça. Donc, qu'est-ce que je fais exactement ? Quels sont les risques potentiellement ? Écouter expérientiel. Et puis ensuite, aller creuser chaque sujet un peu comme on le peut. Évidemment, moi j'ai des clients qui font appel à moi pour rédiger leur règlement jeu concours. Donc il y en a qui font appel à des avocats. C'est pas obligatoire du tout. Mais voilà, si on a des doutes, on peut toujours faire appel à un professionnel du droit ou aller, on va dire, creuser un peu et être curieux. Mais il faut être curieux. Oui, et questionner. Et je crois que ça, c'est vraiment la clé. C'est questionner et contrôler un peu son envie ou son... Comment dire oui, questionner en profondeur les choses pour pouvoir justement limiter comment dire des conséquences qui pourraient avoir un impact économique et social sur la marque
Et ça serait vraiment dommage parce que les réseaux sociaux, autant c'est très puissant et les conséquences peuvent être aussi très dramatiques pour une entreprise et ses salariés. Et le consommateur. C'est ça. Et le consommateur. Et en fait, l'idée, c'était, encore une fois, hein, je le dis, je le martèle, mais l'idée, c'est d'utiliser le droit pour vous développer au mieux, en prenant le moins de risques possible, et peut-être même en essayant de sortir un peu du lot en faisant les choses correctement. Sur notre site, on a carrément nous mis le cercle vertueux de la conformité, parce qu'on croit très fermement que il y a aussi du vertueux là-dedans, c'est-à-dire finalement on peut communiquer sur sa conformité, sur ce qu'on a mis en place pour protéger ses clients ou ses utilisateurs, et ça plaît aujourd'hui, donc il faut pas hésiter à insister là-dessus. Donc voilà, allez voir sur economie.gouv.fr parce qu'il y a des fiches qui sont très bien faites et qui sont actualisées régulièrement, donc parfois les thèmes sont traités. Quand les thèmes sont pas traités, ça veut dire mettre un peu plus de temps et d'énergie pour chercher un peu, mais toujours s'interroger. Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi. On se dit au mois prochain. Et bien sûr, je serai là. Bonne journée. Bonne journée à toi. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout, n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience, c'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.